Alors, moi, je vais vous parler de justement parler à son banquier. Car c'est important de parler à son banquier. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous voyez bien ma fraise là? Absolument. Oui, très bien. Ok, donc parler à son banquier, moi, ça fait référence en fait à un fameux film de Pedro Almodovar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ne serait-ce que pour la scène de danse avec une partition de cette grande danseuse, enfin de cette grande chorégraphe Pina Bausch. C'est un film extraordinaire où bah, justement il y a un thérapeute qui parle un peu trop avec une patiente dans le coma, mais c'est ce qu'il faut faire quelque part avec le banquier. Le banquier que vous voyez tous comme un homme sûr de lui et dominateur, qui est en fait beaucoup plus probablement un petit animal qui a un écosystème un peu complexe et donc qui du coup doit faire attention et ne peut pas vivre comme on l'imaginerait. Donc il vit dans un monde de contraintes, c'est-à-dire que il va emprunter de l'argent à 0,5 points, mettons, et à hauteur de 9 fois ses fonds propres, et il va le prêter à 2,5. Ça veut dire qu'il n'a que 2 points de marge brute, et que s'il perd un prêt, il faut qu'il retrouve 50. Et quand il perd son prêt, il perd des fonds propres. Donc, il peut avoir moins de clients parce que, comme c'est un multiple de ses fonds propres, eh bien, sa vie est compliquée. Alors, non seulement ça, mais en plus, pour vous, c'est un partenaire stratégique. Ça fait partie des gens que vous n'avez pas en surnombre et qu'il faut donc systématiquement traiter avec beaucoup de soin. Il y a alors, quatre groupes, bien sûr, bancaires, bien sûr, euh, en France. Ça se réduit constamment, mais surtout ce que ça implique, c'est que on se retrouve finalement face à des banquiers qui vont vivre à peu près dans les mêmes contraintes les uns les autres. Donc, on a une forme d'homogénéité de réponse qui est un vrai problème. Ils ont une activité très, très réglementée, avec énormément de contraintes pour s'assurer qu'ils font bien leur travail. Et un de nos amis banquiers nous confiait que ça prenait à peu près la moitié de son temps à respecter les contraintes réglementaires et l'autre moitié à s'occuper de ses clients. C'est une industrie qui, mine de rien, il y a une vieille histoire qui dit que l'informatique bancaire est à l'informatique ce que la musique militaire est à la musique. C'est-à-dire que ce sont des technos des années 70 qui sont empilés avec des technos des années 80, qui sont empilés avec des technos des années 90, et au fur et à mesure que les nouvelles activités arrivent. Et donc, du coup, ils ont une forme de rigidité assez importante. Et, et ça se ressent dans la relation avec le client. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut du coup avoir plusieurs banques. C'est une obligation, c'est pas peut-être, etc. Si vous n'avez pas plusieurs banques, on n'est pas loin, à nos yeux, de la faute de gestion. Euh, il faut entretenir avec eux une relation régulière. Il faut leur parler souvent et pour autre chose que leur parler de vos problèmes. Vous avez besoin de leur donner une image positive de la relation avec vous. Vous devez leur faire en sorte que ce soit une expérience positive que de vous parler. Et souvent, on va les voir seulement au moment où on a une galère. Donc, ils sont contents de pouvoir vous aider, mais ça résume la relation avec vous. Alors, pour mieux comprendre les contraintes des banques, je vous rappelle qu'elles ne prêtent pas leur argent. C'est de l'argent qu'elles empruntent, ou de l'argent qu'elles empruntent au marché, ou de l'argent qu'elles empruntent à leurs clients. Elles n'ont pas confiance dans leurs collaborateurs.
Ça veut dire qu'elles font tourner leurs collaborateurs tous les 4 ans, au pire, afin qu'il n'y ait pas d'attachement personnel trop fort. Alors, on a là aussi une petite anecdote, hein. Il y a une dizaine d'années, une des dernières grandes banques, une des dernières banques indépendantes a été rachetée par le Crédit du Nord. C'était la banque Kolb, une jolie banque franc-comtoise avec des caractéristiques incroyables. C'est-à-dire que leur taux d'attrition, leur taux de perte par leurs De clients, défaut. De défaut, le taux de défaut. leur taux de défaut, leur taux de défaut était la moitié de la norme. Ils avaient 2 fois moins de défauts que les autres banquiers. Et la raison à ça était assez simple, c'est que on avait, en tant que client Kolb, un chargé d'affaires à vie. Donc, si on lui faisait un sale coup, on n'avait plus jamais accès à la banque Kolb. Et du coup, les entrepreneurs, quand ils avaient le choix, ils choisissaient de ne jamais planter la banque Kolb. Le Crédit Nord rachète le tout et bien entendu, il revient affolé. Mais vous vous rendez compte, les chargés d'affaires, ils pouvaient prêter jusqu'à 3 millions sans rendre compte à personne. Mais ce n'est pas possible. Donc, on a institué des comités de crédit, des limites, et grâce à ce travail euh, important et évident, la banque Kolb, ou en tout cas ce qu'il en restait, est revenu dans la norme, donc a multiplié par 2 son taux de défaut. Ça veut, Dernier point, ça veut dire juste un instant, on s'arrête sur cette histoire qu'on a vécue tous les deux ensemble. Ça veut dire que le fait de revenir à leurs normes, ça veut dire d'être 2 fois moins bon qu'on était avant. Et bien entendu, de se retrouver comme les autres banquiers, sans rien de spécial. Finalement, pourquoi être à la banque Col plutôt qu'à la Société Générale ou au Crédit Mutuel? Ben, il n'y a, y a plus cette espèce de relation personnelle qu'on connaissait dans les banques indépendantes. Je vous rappelle, il n'y avait plus que 2 banques indépendantes en France, à part les 4 ou 5 groupes bancaires dont parlait Jean-Christophe. c'est-à-dire que pour l'entrepreneur qui se retrouve à nouveau face à son banquier de chez Kolb, qui lui dit: «Ah oui, alors pour le prêt, ah ben non, le comité n'a pas accepté», c'est le début c'est le début de la fin dans la relation privilégiée qu'il avait avec son banquier. C'est le moment où il se dit: «Bon d'accord, donc tu es un banquier comme les autres et donc on a le droit de te planter comme les autres». Donc les banquiers ne vivent pas des prêts. Les prêts sont plutôt des produits d'appel. Ils vous font venir dans l'agence pour avec le prêt, mais en fait, ce qui fait leur produit bancaire, leur chiffre d'affaires à eux s'appelle le produit net bancaire, c'est la vente de produits d'assurance, d'abonnements téléphone, de télésurveillance, de virements pour les salariés, de mouvements, de cartes bleues. Ça, ils adorent parce que c'est leur revenu. Le prêt, vous imaginez que c'est pour ça qu'on va voir un banquier. Eux, ils savent bien que c'est pas leur façon de se nourrir. C'est pas leur business model. Et ce sont des structures très centralisées. Alors, on a évoqué la notion du comité de crédit, mais d'une manière générale, beaucoup de décisions se passent au siège et les agences sont quelque part de moins en moins en capacité, de moins en moins en autonomie. Et plus ça avance et plus on va dans ce sens-là. Alors, la conséquence du fait que ce n'est pas leur argent, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'elles sont allergiques aux pertes. La conséquence du fait qu'elles font tourner leur cadre, c'est qu'en fait, il y a quand même une mémoire dans la banque, et ce sont les agents.
Ce sont non pas le directeur d'agence, mais le chargé de compte ou les gens de l'accueil. Et du coup, vous avez un vrai intérêt à créer aussi des relations avec eux, parce que au moment où ça va tourner et que vous allez rappeler, il y aura ce ah oui, c'est Monsieur Chassagne, vous savez, c'est quelqu'un qui a toujours été très bien. C'est Petits un éléments. exemple fictif, bien sûr. Évidemment, mais on sait bien que ça ne peut pas s'être bien passé avec Monsieur Chassagne. Euh, Troisième point, il faut les nourrir. Donc, il faut faire attention quand un banquier vous a accordé un prêt à lui renvoyer la balle, lui renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire s'assurer que les flux passent par chez lui en grande partie. Quand je vous dis qu'il faut avoir plusieurs banquiers, je n'ai pas dit qu'il fallait envoyer les mêmes flux à chaque banquier. Vous pouvez avoir un banquier qui n'a que 10% de vos flux. Et vous faites attention à savoir si vous donnez bien, vous payez bien des frais bancaires aux acteurs qui vous ont le plus aidé. Donc il y a une forme de balance à respecter. Lui, il va essayer de regarder ça, et vous devez vous montrer irréprochable en la matière. Dernier point, il faut du coup comprendre, et c'est lié à la structure centralisée, il faut comprendre la façon dont la décision se prend dans la banque. La façon dont la décision se prend, c'est le niveau de décision que peut avoir votre chargé de compte, que peut avoir votre, euh, euh, que peut avoir votre banquier, votre directeur d'agence, ou qui va se passer à un autre niveau. Certains prêts, par exemple, vont être traités systématiquement au niveau national, d'autres vont être traités au niveau d'un comité de crédit qui est au niveau régional. Donc, comprendre où ça se passe est important. Comprendre aussi comment euh, quels sont les critères de la décision est absolument clé. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une chronique séparée sur le sujet. Pour faire rapide, vous avez une question, par exemple, qui est l'apparence. C'est que votre banquier, il ne cherche pas à éviter le dossier qui plante, il va essayer dans les grandes lignes, mais il est conscient qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Avec l'expérience, il sait qu'on ne sait pas. En revanche, il faut en permanence que si le dossier plante, on ne puisse pas le lui reprocher. Ah ben non, mais regardez, moi j'avais un rapport d'audit de EY ou de Deloitte, moi je ne pouvais pas savoir. Si eux ne pouvaient pas savoir, moi non plus, vous êtes bien d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est des professionnels, donc on ne pouvait pas savoir. C'est donc bien un accident. De la même façon, regardez, vous voyez, les fonds propres étaient suffisants, donc tout va bien, je n'ai pas pris de risque sur ce dossier. Même s'il est conscient que les fonds propres ne servent probablement à rien. Pour lui, c'est important, dans le cadre de son risque futur et de la façon dont ses dirigeants vont l'interroger plus tard sur le pourquoi ce dossier n'a pas fonctionné, c'est important qu'il puisse dire non mais j'ai fait mon job. Donc on en parlera très certainement dans une prochaine chronique, mais il y a une compréhension des circuits de décision à développer. En résumé, le banquier, partenaire stratégique, il faut aller lui parler. Je vais vous rajouter une petite anecdote de notre camarade Olivier Petros qui est intervenu à notre dernier séminaire, qui avait dans ses fonctions d'aller négocier en Normandie l'arrivée de centrales auprès de maires de communes rurales
qui allait voir débarquer subitement une centrale avec avec tout son personnel syndiqué à la CGT. Et il devait obtenir des accords du maire. Et son patron lui disait: Olivier, tu vas me ramener un accord et je veux voir sur le papier de l'accord des taches de calva. Hein. Je veux que tu aies fait le travail de lier une relation dans la profondeur avec tes interlocuteurs. À défaut de calva, si c'est la côte de bœuf qui a laissé les taches, ça me va aussi. Merci Jean-Christophe. Qu'est-ce que tu conseillerais comme fréquence de rencontres avec ces banquiers, puisque on a tous compris qu'il n'en faut pas un seul, et notamment par exemple dans la situation actuelle, est-ce que tu conseillerais à tout le monde de prendre rendez-vous dès maintenant pour un rendez-vous en septembre, faire un petit point de gestion et s'assurer que les canaux de communication soient bien ouverts? Oui, très probablement. En fait, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a un aspect qui est le fait d'aller régulièrement et donc de faire ce rendez-vous, ce déjeuner 2, 3 fois par an minimum. Plus le petit coup de fil régulier, non pas au directeur d'agence, mais au chargé de compte, histoire d'entretenir cette relation qui est aussi importante, comme je le signalais tout à l'heure. Et après ça, il y a un autre aspect là-dedans qui est qu'on a besoin que le banquier voit, mesure les progrès et l'évolution de notre entreprise. Je vois souvent des entrepreneurs qui sont allés voir le client, qui sont allés voir pardon, le banquier dans les premiers mois de leur création et ont trouvé face à eux un banquier qui disait bah oui, moi je ne peux pas faire grand-chose. Et 2 ans se passent et ils ont gardé en tête que le banquier ne peut pas faire grand-chose. Or, une entreprise qui a 2 ans de plus, c'est un tout autre animal pour le banquier. Il y a des bilans, il y a un historique, on peut comparer avec d'autres entreprises. Là, on est effectivement face à quelque chose qui peut s'envisager. Et que penses-tu du danger de confier ces flux à une de ces néobanques qui assure, j'allais dire, le service minimal de transfert, de virement, de gestion, etc., et que beaucoup de jeunes entrepreneurs apprécient beaucoup pour la facilité d'utilisation et le coût réduit des services? Est-ce qu'il y a un danger particulier avec les néobanques? Alors, il y a plusieurs dangers particuliers. D'abord, je rappelle qu'une néobanque, c'est souvent une future banque. Je veux dire par là que l'historique des néobanques et autres fintechs, c'est de se faire racheter par une banque à un moment ou à un autre et de trahir tous les gens qui pensaient être dans un système, d'être en dehors du système bancaire. C'est le cas de The Bank, c'est le cas de cette banque qui s'est vendue il n'y a pas longtemps, je dirais à BNP, mais je peux me tromper, ça peut être SocGen, ça peut être une des grosses. Il y a un autre aspect qui est que ce sont en général des gens qui font le service bancaire mais qui ne font pas le prêt. Donc, vous vous retrouvez avec des gens qui sont très bien pour vous faire les virements et vous faire éventuellement les encaissements de chèques, mais ce n'est peut-être pas le meilleur, mais vos cartes bleues, etc. Donc, la partie juteuse, mais ils n'ont pas envie de faire la partie prêt. Et donc ça, cette partie-là, c'est justement celle qui vous intéresse. Et quand vous allez vous retrouver vers votre banquier et lui dire, ah ben, je suis embêté parce que je voudrais un prêt, il va dire, bah oui, mais moi, vous m'avez jamais rien fait gagner. Vous n'êtes pas un bon client pour moi. Alors, c'est peut-être l'occasion justement de dire, bon, bah du coup, je vais te rapatrier du flux et on se met d'accord. Mais c'est en général plus compliqué. Merci pour ce, premier passage sur une situation très complexe. Ce qu'on a bien retenu, hein, c'est que le banquier, c'est un partenaire stratégique, un fournisseur aussi important que
un fournisseur dont dépend la survie de nos entreprises. Merci Jean-Christophe.